Eh bien, bonjour à tous. Je crois que ça y est, on est en live, et on va pouvoir démarrer ce premier numéro des experts, de la Facu. Donc on est vraiment, très heureux de pouvoir, lancer ce nouveau format, dédié à 100 à la facturation électronique, qui est sans doute le sujet qui va, nous animer sur les, 12 prochains mois puisque, l'échéance, numéro 1, l'échéance de réception, est programmée, au 1er septembre, 2026. Alors on en parlait juste avant de démarrer le live, sauf mouvement politique majeur, dont on ne peut tout à fait écarter la probabilité compte tenu de la situation, politique, mais également parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2027, il y a la présidentielle et dans les couloirs, il arrive qu'on entende dire que, la réforme pourrait être décalée du fait de l'élection présidentielle. Bon, nous, on n'y croit pas trop. Quand on interroge l'administration fiscale, ils sont arc-boutés sur le 1er septembre 2026. Donc, il faut qu'on garde tous à l'esprit cette échéance. Et donc, l'Ordre de Paris a décidé de lancer ce format des experts de la facture, un format court d'une demi-heure. Alors, on risque de déborder, et vous inquiétez pas, on coupera pas tout à 9 heures. S'il y a des questions, on prendra le temps d'y répondre. Mais un format court qui se veut pratique sur concrètement qu'est-ce que ça va changer au quotidien pour les entrepreneurs et donc pour les experts comptables. On ne sera pas dans les grands schémas théoriques, on va vraiment rentrer dans le concret. Et ce matin, on commence avec un premier thème qui est le thème des notes de frais. Vous allez voir, c'est sans doute un thème très structurant qui va aussi vous aider à comprendre comment fonctionne ce nouveau schéma de facturation électronique. On avait prévu d'évoquer les cartes logées ce matin. On a décidé, en préparant la conférence, de faire un numéro spécial sur les cartes logées. Donc, on repositionnera une date et on vous la communiquera. Et on se consacrera uniquement aux notes de frais ce matin. Et deuxième précision technique importante, nous n'évoquerons pas la partie restauration, puisque le 20 octobre, donc dans 2 semaines, nous ferons un expert de la facture dédié intégralement à ce sujet des restos. Donc c'est les notes de frais hors resto que nous allons aborder ce matin. Et pour ça, je suis accompagné, et j'en suis vraiment ravi, par Julien Catanez, qui est consultant et formateur, et modestement, il n'a pas écrit qu'il était un expert de la facturation électronique. Vous connaissez évidemment Julien, puisqu'il intervient très régulièrement dans nos webinaires, et notamment les ateliers de la transformation. Je vais laisser Julien dérouler la présentation. Moi, je m'occupe du chat et de noter les questions. On a plutôt prévu d'y répondre à la fin, donc je les taguerai au fur et à mesure. Donc n'hurlez pas et ne posez pas 40 fois la question si jamais vous avez l'impression qu'on ne les voit pas. Je les note et je les garde pour la fin, puisque évidemment, beaucoup de réponses seront communiquées au fil de cette présentation. Eh bien, Julien, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Gilles. Effectivement, on est ravis de démarrer ce nouveau format où on va traiter des cas d'usage, spécifiques qui sont dans les spécifications externes, pour être un tout petit peu technique au démarrage. Mais il y a un fichier de spécifications externes qui est public, dans lequel on trouve de nombreux cas d'usage de factures électroniques qui décrivent tout ce qui n'est pas le cas général simple et facile, qui décrit des cas particuliers. Donc, on a prévu effectivement dans ce format d'en traiter de nombreux, et ce matin, celui des notes de frais. La question qui va se poser, et celle qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment est-ce que ça se passe lorsqu'un salarié de l'entreprise va faire un déplacement, par exemple, engager des frais, et pour le compte de l'entreprise, mais on va voir qu'il y a 2 cas différents, et comment on traite ça d'un point de vue facture électronique. Donc, tout ce qu'on va voir là ce matin, c'est basé sur ce fichier des spécifications externes. Et ça vous permettra peut-être de voir d'un peu plus près les impacts pratiques que peut avoir la facture électronique. Ce qu'on vous présente là, c'est vraiment l'état du droit, j'allais dire, sur ce sujet. Ça soulève évidemment des questions pratiques, et je ne doute pas qu'elles vont se poser. La réponse à certains points va se faire dans le temps. Il y a des précisions, il y a des évolutions de logiciels sans doute qui vont arriver. Mais on va vous présenter ce matin l'état du droit sur ce sujet. Donc concrètement, si vous allez chercher le fichier des spécifications externes, il y a 2 cas, puisque les cas sont numérotés, le cas numéro 5 et le cas numéro 6. Cas numéro 5, c'est le cas des frais payés par des collaborateurs avec la facture au nom de l'entreprise. Et le cas numéro 6, c'est les frais payés par les collaborateurs, mais dans le cas où on n'a pas de facture au nom de l'entreprise.
Et on va voir que de façon pratique, ça change quand même beaucoup de choses en termes de traitement liés à la facture électronique. Le premier cas, donc, c'est dans le cas où j'ai un collaborateur, un salarié de l'entreprise, qui va engager des frais et qui demande une facture au nom de l'entreprise. Bon, donc la situation type, un salarié va à l'hôtel, il paie avec sa carte perso, l'hôtelier lui dit « Est-ce que vous voulez une facture au nom de l'entreprise ?» Et c'est là que se pose la première question. S'il répond oui, puisqu'on est dans ce cas-là, il va falloir donner les informations nécessaires pour que la facture puisse aller sur la plateforme de son entreprise. Donc, ça va nécessiter de donner le numéro sirène de l'entreprise, mais on va le voir, on peut aussi donner, si on l'a prévu en amont, une adresse de facturation spécifique qui viendrait centraliser les notes de frais. Je vais revenir là-dessus. D'abord, on pose juste l'exemple pratique. Ce qui va se passer en fonction de ça, c'est que l'hôtelier va émettre une facture au nom et avec le numéro sirène de l'entreprise, qui va remonter via les plateformes. On va rentrer dans le détail là aussi. Et ensuite, il va pouvoir procéder au remboursement selon des schémas assez classiques. Donc ça, c'est un petit peu le cas pratique, la situation réelle qui pourrait se produire en cas de déplacement de collaborateurs avec note de frais. Techniquement, si on décortique ce sujet-là, dans quel cas est-ce qu'on se trouve? Vous savez, si vous avez commencé à regarder la réforme ou si vous suivez les ateliers de la transformation, on a deux grands types d'obligations. Une obligation de e-invoicing qui consiste à transférer des factures entre professionnels via les plateformes agréées, et une obligation de e-reporting qui consiste à remonter des données de facturation dans certains cas. Ici, si le collaborateur qui est en déplacement demande une facture au nom de l'entreprise et qui fournit les éléments d'identification de l'entreprise, on va se retrouver dans une logique entre deux professionnels, par exemple l'hôtelier et l'entreprise. Et donc, on est classiquement, j'allais dire, dans une situation de e-invoicing où il va falloir que cette facture soit transmise entre l'hôtel et l'entreprise. Le collaborateur, d'un point de vue technique, si on regarde les textes de la facture électronique, son statut, c'est un statut de tiers payeur. C'est-à-dire que la facture ne le concerne pas juridiquement, mais c'est lui qui a avancé les fonds pour le compte de l'entreprise. Donc, juridiquement, j'allais dire, la situation, c'est bien une situation de e-invoicing entre deux professionnels, l'entreprise qui fournit le service et l'entreprise du collaborateur, avec un tiers payeur qui est le collaborateur. Ça permet de la décrire d'un point de vue technique. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir plusieurs étapes. Si pareil, on les décortique petit à petit, la première étape, ça va être l'achat et le paiement. Donc, si je reprends le cas de l'hôtel, le collaborateur est au comptoir de l'hôtel, il sort sa carte, on lui donne un montant, il paye avec sa carte. S'il demande une facture au nom de l'entreprise, l'hôtel, si je reprends cet exemple, va envoyer la facture et donc il va l'envoyer, étape 3, via les plateformes. La facture va suivre le schéma classique, c'est-à-dire qu'elle va aller à la fois sur l'entreprise cliente, donc l'entreprise du collaborateur, et elle va en même temps remonter sur le centralisateur, ce qu'on appelait le PPF, qui est maintenant le centralisateur des factures, donc l'exportail public, dont le rôle est de centraliser toutes ces données pour les mettre à disposition de l'administration. On sait qu'il y a un délai technique de 24 heures, et donc ça part en même temps, il y a ces deux flux, vers l'entreprise cliente et vers le centralisateur. L'entreprise reçoit la facture sur sa plateforme de réception, et une fois qu'elle a la facture, elle a son process interne qui est hors facture électronique, en fait, elle le gère comme elle souhaite. Elle a son process interne de remboursement du collaborateur au vu de la facture. Donc ça, c'est vraiment la structure étape par étape de ce qui va se passer. Si on rentre un peu plus dans le technique, et c'est là où je vous disais, il y a sans doute des choses qui vont se clarifier du côté des éditeurs de logiciels de facturation ou de logiciels de caisse, c'est que pour éviter que cette facture soit traitée comme une facture lambda, il va falloir, dès l'émission de la facture, apporter des éléments complémentaires. Quel type d'éléments? Il y en a deux. Le premier, ce sont les données de paiement, c'est-à-dire qu'il va falloir signaler dès le départ que la facture qui est émise a déjà été réglée. Ça va éviter que quand la facture va arriver chez l'entreprise cliente, donc l'entreprise du collaborateur, on se retrouve avec une facture à régler alors que le collaborateur l'aura déjà payé. Donc ça, c'est une information qui doit être portée.
par l'entreprise qui émet le service, donc l'hôtel dans mon exemple, et qui va devoir indiquer, alors là vous avez les références très précises, mais tout ça sera géré par les logiciels, mais il va falloir qu'il y ait une manipulation pour indiquer que la facture a déjà été payée, avec le montant total, a priori, de ce qui a été réglé. Le deuxième point, c'est l'identification du collaborateur. Si, surtout dans des entreprises d'une certaine taille, on ne veut pas se retrouver avec des factures qui tombent comme ça sans possibilité de les rattacher au collaborateur, il faut dès le début qu'il y ait un identifiant qui permette de signaler quel est le collaborateur qui a engagé les frais, de façon à ce qu'après l'entreprise puisse rapprocher la facture du collaborateur et faire le remboursement. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Là, il y a une information qui peut être portée dès le départ, au moment de l'émission de la facture, sur la facture. Et là, la recommandation, c'est de ne pas porter le nom et le prénom du salarié. Alors, là, on n'est pas sur de l'obligation, on est sur de la recommandation. Si on met un nom et un prénom de salarié, on va se retrouver avec des données personnelles qui vont se balader un peu partout. Là, la recommandation, c'est peut-être de mettre un numéro de matricule, en tout cas l'identifiant que vous voulez, mais quelque chose qui ne contienne pas les noms et prénoms, pour que le collaborateur puisse le donner à l'hôtel au moment de l'émission de la facture et que cette information soit tout de suite dans le flux et que quand l'entreprise le reçoive, elle ait toutes les infos, la facture, le fait qu'elle ait été payée et le collaborateur qui a avancé les frais. Concrètement, si là, on se met dans une posture de conseil, d'accompagnement des chefs d'entreprise qui seraient dans ce cas-là, donc je me place dans la position un expert comptable qui a des clients type hôtel, je reprends cet exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, qui vont être amenés à gérer ce type de situation, ou des experts comptables qui accompagnent des entreprises qui vont être amenés à gérer des notes de frais au sein de leur entreprise. Qu'est-ce qu'on peut dire? Si on est du côté de l'entreprise qui va gérer des collaborateurs qui vont générer des notes de frais, une possibilité, ça peut être de créer une adresse de facturation dédiée. Si, pareil, vous avez un peu creusé le sujet de la facture électronique, vous avez pu voir qu'il y a différents niveaux de granularité au niveau de l'adresse. On n'est pas obligé de recevoir toutes ces factures uniquement sur un numéro sirène, par exemple. On peut descendre plus bas, au niveau d'un établissement ou d'un service. Donc, une possibilité, ça peut être, s'il y a un volume important de notes de frais, de dire on va créer une adresse spécifique pour la réception des notes de frais. Et c'est cette adresse de facturation que vont devoir donner les collaborateurs lorsqu'ils vont être en déplacement et qui vont générer des notes de frais. Ça permet de tout centraliser sur une adresse unique et de ne pas mêler les factures classiques à des factures à rembourser. Le deuxième point... Julien, on est bien d'accord que cette adresse de facturation dédiée, c'est autre chose que le numéro d'identification que tu évoquais dans la slide précédente. Tout à fait, ouais. Oui, tu as raison de le préciser, je reviens dessus. Le numéro d'identification que j'évoquais là, c'est un peu comme si je mettais une note manuelle, j'allais dire, si je le transpose au papier. C'est comme si sur la facture, j'allais écrire mon nom, payé par un tel salarié de l'entreprise. C'est un peu l'équivalent numérique de ça. C'est mettre un numéro d'identification qui permet de reconnaître le salarié et qui va permettre à l'entreprise de rembourser. Et effectivement, ce dont je parle ici, c'est une adresse de facturation que je vais créer une fois, sur laquelle je vais pouvoir centraliser les factures notes de frais. Encore une fois, ce n'est pas une obligation, c'est un conseil. Selon la taille de l'entreprise, ça permet de regrouper ces flux d'un côté. Le deuxième sujet, effectivement, c'est la formation des collaborateurs. C'est-à-dire que s'il y a des équipes commerciales, par exemple, qui font beaucoup de notes de frais, il va falloir passer par une phase d'explication pour leur expliquer quelles informations ils vont devoir donner au moment où ils sortent de l'hôtel, par exemple. Donc, on peut imaginer, pourquoi pas, c'est des suggestions, tout ça, on n'est pas sur des obligations, mais par exemple, qu'ils aient une carte de visite numérique avec les infos, ou qu'il y ait un document interne, tout simplement, qui centralise les infos, ce qu'on veut, mais il va falloir qu'ils soient capables de donner les éléments d'identification de l'entreprise à l'entreprise dans laquelle ils vont générer leur facture. Donc, par exemple, à l'hôtel. Ça peut être, assez basiquement, le numéro sirène, si on n'a pas créé d'adresse spécifique. Si on a créé une adresse spécifique, il va falloir qu'ils puissent la communiquer. Donc ça, c'est le premier point. L'importance aussi de demander une facture au nom de l'entreprise, on va y revenir. La mise en place d'un système d'identification, si vous suivez cette recommandation qui est de dire on ne veut pas qu'il y ait des données personnelles qui se baladent sur les factures, il va falloir établir des numéros d'identification des salariés et une sorte de table de correspondance entre les numéros d'identification et les salariés, et donner ça, évidemment, aux salariés pour qu'ils puissent le communiquer. Ça nécessite aussi de
peut-être de remettre à plat les processus de remboursement de notes de frais et que les personnes qui s'occupent de cette tâche de remboursement de notes de frais comprennent où arrivent ces factures et comment les identifier si elles sont mêlées au flux de factures classique. Si vous avez des fournisseurs, si l'entreprise a des fournisseurs récurrents, hôtels, location de voitures, etc., dans lesquels il y a systématiquement des notes de frais, ça peut être aussi pas mal de leur passer un petit coup de fil et de leur expliquer en amont comment ça va se produire. Donc ça, c'est le cas numéro 5. Le cas, j'allais dire, qui est le plus simple, même si ça se voit peut-être pas à ce stade. Le plus pur, disons. Voilà, le plus pur, exactement. On a quelques questions, du coup, qui Oui, me ok. semblent qu'on peut intégrer là. Donc, il y avait sur le numéro d'identification du collaborateur, est-ce que cette information sera sur la facture? Donc, ouais, Oui. tu l'as évoqué. Alors, oui, tout à fait. C'est justement pour ça qu'en fait, l'intérêt, c'est de mettre un numéro d'identification pour éviter qu'il y ait un nom qui se promène sur la facture. Il y a Isabelle qui demande s'il sera prévu des QR codes. C'est ce que tu évoquais avec les cartes de visite numérique, j'imagine. Voilà, c'est pour simplifier la transmission des informations aux fournisseurs, hein, parce que c'est vrai que on parle de cas pur parce que là, on est dans le cas idéal où l'hôtelier, hein, pour rester sur l'exemple de l'hôtel, a bien recopié le sirène comme il faut, a bien précisé que la facture était payée, que éventuellement, s'il y a une adresse de facturation dédiée, il est allé au-delà du numéro sirène. Bon, ça fait beaucoup d'informations et c'est sûr qu'en pratique, on peut imaginer que les éditeurs trouveront des manières d'automatiser ou de fluidifier cette transmission d'informations au moment où tu feras émettre la facture. Oui, on peut l'imaginer, effectivement. Ouais. Il y a Thomas qui demande, quand on dit adresse de facturation, est-ce qu'il s'agit d'une adresse email? Alors non, c'est pas une adresse email. Ce qui est prévu dans la réforme, c'est au moins 3 niveaux de granularité. C'est-à-dire qu'on peut avoir le numéro sirène, et on peut se contenter de ça et dire toutes mes factures vont arriver sur une même plateforme de réception, dans une même boîte, j'allais dire, avec ce numéro sirène. On peut descendre au niveau de l'établissement, si on a plusieurs établissements. Et si on veut créer plusieurs boîtes, j'allais dire, hein, mais dans ce cas-là, on va donner des numéros sirènes, ou on peut créer des codes spécifiques. Et là, c'est ce qu'on suggérait. Mais c'est pas une adresse email. En fait, ton sirène en soi sera une adresse. À partir du moment où tu donneras ton sirène, l'interconnexion des plateformes agréées fera que la facture arrive chez toi. Sophie demande si l'adresse de facturation dédiée sera à inscrire sur l'annuaire. Alors oui, ça c'est des choses qu'il va falloir voir sur l'annuaire. Donc il va falloir gérer avec la plateforme parce que c'est les plateformes qui gèrent les inscriptions sur l'annuaire. Hein. L'annuaire se fait pas directement par l'entreprise, elle se fait par la plateforme. Donc au final, oui, ça sera sur la plateforme, ça sera sur l'annuaire parce qu'il faut qu'on sache sur quelle adresse vous l'envoyez, mais c'est la plateforme qui va le gérer. D'accord. Donc via ta plateforme, tu devras dire voilà, j'ai une adresse, mon numéro sirène note de frais. Exactement. Okay. Ça veut dire aussi que si vous êtes dans ce cas avec des entreprises d'une certaine taille et que vous savez que ces entreprises vont avoir ce besoin-là, il faut s'assurer que votre éditeur est capable de gérer ce niveau de granularité. Ouais. Ok. Tu es en train de dire que tu as des plateformes agréées qui ne permettront pas d'avoir plusieurs adresses? Non, je me suis mal exprimé. Ouais. C'est dans le cahier des charges, donc il va falloir le gérer, mais il va falloir se poser la question de à quoi ça va ressembler. Est-ce que ça va être intuitif? Est-ce que je vais pouvoir le mettre entre les mains de mon client, tout simplement? D'accord. C'est-à-dire quand les factures vont arriver, tu auras bien un dossier note de frais, voilà, que ce sera OK. Ça vaut le coup de regarder à quoi ça, voilà, l'interface et comment ça va se présenter en pratique. Ouais. Donc l'adresse de facturation dédiée est à inscrire sur l'annuaire. Je regarde vite fait. Donc, pour les petites entreprises, il y a toujours des petits frais de fourniture administrative, de papeterie, de café qu'on va acheter au supermarché. Est-ce qu'on est toujours en e-invoicing? Ça nous fait la transition parfaite parce qu'effectivement, si on va au Super U du coin, qu'on prend le ticket sans demander de facture, on n'est plus dans ce cas-là. On est dans le deuxième cas. Et si tu enchaîne parce que les autres trouveront des réponses, mais je note les questions, ne vous énervez pas sur le chat. Hein. Je note tout, ne vous inquiétez pas, on traitera tout. Donc effectivement, la question qui a été posée, c'est de se dire si j'ai pas de facture en gros, donc je vais acheter 3 stylos ou un sac de café, un paquet de café à côté, je vais pas prendre le temps de donner toutes les infos. Donc je sors avec un ticket de caisse. Dans ce cas-là, effectivement, il y a une différence. C'est que comme je n'ai pas de facture, que je demande pas l'émission d'une facture et que je ne fournis aucune info, je suis plus dans le cadre du e-invoicing, je suis dans le cadre du e-reporting. Donc on n'est plus sur une transmission de facture, on est sur une transmission de données de facturation. Alors là, le but ici, c'est pas de refaire toute la présentation de ce qu'est le e-reporting. Le reporting, c'est des remontées de chiffre d'affaires lorsqu'on est typiquement dans cette situation B2C, donc professionnel vers des particuliers.
Et là, techniquement, c'est ça. Donc, il va falloir remonter du chiffre d'affaires à intervalles réguliers. Donc, ce n'est pas en flux. Il y a des délais de déclaration qui dépendent du régime TVA. Et de temps en temps, je dois centraliser ce chiffre d'affaires B2C. Je dis ça pour simplifier, mais c'est essentiellement ça. Et je dois le remonter à l'administration. Donc, si de la même façon, on décortique l'opération de ce point de vue-là, on a une transaction qui, d'un point de vue facture électronique, est une transaction vers un particulier, puisque la personne qui a engagé les frais, c'est pas signalé comme un professionnel. On a l'émission d'un ticket de caisse classique, normal, papier ou pas, mais enfin, un ticket de caisse classique. Et donc, l'obligation qui pèse sur l'entreprise, le Super U, l'entreprise de fourniture qui a sorti le ticket de caisse, c'est de faire du e-reporting. Et donc, régulièrement, de remonter ces données de chiffre d'affaires à l'administration. Là, elle ne va pas envoyer des informations à l'employeur de la personne qui est venue, puisqu'elle n'en a pas connaissance. Elle va juste à intervalles réguliers remonter ces données de chiffre d'affaires à l'administration. Ce qui se passe après, c'est que le collaborateur va faire une note de frais, classiquement, selon les processus de l'entreprise. Là, on est hors champ de facture électronique. Donc, il va suivre la procédure interne et donner son ticket. Et il va être remboursé. Donc, là, ça paraît plus simple. Tel qu'il est présenté comme ça, on peut se dire, bon, pourquoi est-ce qu'on ne va pas faire que ça? On y vient. Pour le vendeur, bon, c'est du e-reporting, on l'a dit, je ne vais pas revenir là-dessus, donc pas de facture électronique à transmettre. Pour le collaborateur, il a son ticket, il le donne et il n'y a pas de souci. Pour l'entreprise, il y a plusieurs complexités, on peut dire. Déjà, c'est qu'elle va devoir gérer sans doute du papier au lieu de gérer un flux qui va tomber sur une plateforme dans un format structuré. Après, il y a la partie vérification, remboursement, mais là, ça ne crée pas de nouveauté. Mais surtout, c'est l'encart que vous avez en bas, c'est les questions sur la déductibilité de la TVA. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des pièces, c'est pas un sujet qui est nouveau, hein, attention, mais on se retrouve avec des pièces sur lesquelles j'ai pas le nom de l'entreprise, avec un règlement de l'entreprise qui rembourse le collaborateur. Et donc, ça soulève la question de la déductibilité de TVA. Là-dessus, c'est pas un sujet, encore une fois, qui est nouveau, mais c'est un point d'attention, un point qu'on n'a pas dans ce qu'on était dans le premier cas, parce que dans le premier cas, je me retrouve avec une facture au nom de l'entreprise qui tombe sur la plateforme. Tout est structuré, toutes les informations y sont, donc j'ai pas ce sujet. Donc les deux inconvénients de ce cas-là, qui peut être plus simple d'un point de vue du collaborateur, mais pour l'entreprise, les deux inconvénients, c'est de la gestion administrative plus complexe, puisque je me retrouve avec des tickets à gérer, à stocker, à classer. Et en plus, cette interrogation sur la TVA. Et je rajouterais même, d'un point de vue du cabinet, on va y revenir, il y a un sujet d'automatisation. Les conseils pratiques pour les équipes, de la même façon, il faut former les collaborateurs, c'est-à-dire qu'il faut bien leur expliquer la différence, et du point de vue de l'entreprise, comme du point de vue de votre cabinet. J'allais dire, votre cabinet est aussi une entreprise, vous avez des collaborateurs qui vont engager des notes de frais. Si vous voulez éviter de traiter des tickets après la réforme de la facture électronique, il vaut mieux qu'ils demandent directement une facture lorsqu'ils engagent les frais au nom de l'entreprise. Au moins, vous recevez ce flux sur la plateforme, pas de problème de déductibilité TVA, pas de problème de papier à traiter. Et ça va arriver, si vous avez choisi des logiciels de production qui sont connectés avec la plateforme, il va y avoir une proposition d'écriture directement. Donc ça nécessite une formation des collaborateurs, formation des équipes comptables, parce que les personnes qui gèrent les notes de frais, il faut bien qu'elles comprennent qu'il va y avoir deux flux, des flux qui vont arriver sur une plateforme et des tickets qui vont peut-être subsister dans certains cas. Et il faut décider de ce qu'on fait en termes de TVA. Là, l'objectif, je parle sous ton contrôle, Gilles, mais n'est pas de dire ce qu'il faut faire en termes de TVA, mais c'est simplement de remonter ce point d'attention. En synthèse, on a deux cas. Est-ce que je demande une facture? Est-ce que je ne demande pas une facture? Si dans les deux cas, le collaborateur l'a réglé. Si je demande une facture, le document, ça sera une facture électronique. Dans l'autre cas, ça sera plutôt un ticket ou une facture qui ne sera pas émise au nom de l'entreprise. Dans le premier cas, je suis sur une transaction entre deux assujettis, donc c'est du e-invoicing. Dans le deuxième cas, je suis sur une transaction entre assujettis et particuliers, donc je suis sur du e-reporting. Premier cas, ça passe par la plateforme. Le deuxième cas, il n'y a pas de transmission vers l'entreprise du collaborateur, il y a juste des remontées de e-reporting. Dans le premier cas, on signale que le collaborateur a payé, on l'identifie avec un matricule, et après on le rembourse.
Dans le deuxième cas, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas d'identification, il n'y a pas d'information sur le tiers payeur, on a juste un ticket, on se fait rembourser de façon classique. Et je me perçois que la dernière ligne est coupée sur l'écran. Mais la dernière ligne, il y avait 2 sujets. Donc les sujets de TVA, pensez bien que dans un cas, c'est très clair parce que j'ai une facture au nom de l'entreprise. Dans le deuxième cas, j'ai un ticket qui n'est pas au nom de l'entreprise, donc ça peut soulever des questions. Et enfin, l'autre sujet qui est l'automatisation de la compta. Dans le premier cas, si mes logiciels de production comptable sont connectés à la plateforme, l'écriture va se saisir de façon automatique en comptabilité. Donc, j'automatise totalement le processus de saisie. Dans le deuxième cas, on me retrouve avec un ticket papier et donc on rentre dans les schémas classiques d'OCR, de prise de photos ou de saisie manuelle. Je rajoute juste en quelques secondes une petite subtilité. On pourrait se dire, oui, mais je peux demander après coup à l'entreprise de m'émettre une facture. Donc, je vais rappeler l'hôtel et lui dire, nous, on a besoin d'une facture pour notre entreprise. C'est un cas qui est prévu, qui est possible. Ça va nécessiter que l'hôtelier, dans ce cas-là, quelques temps après, il émette une facture dans laquelle il va reprendre toutes les données qu'on a vues et qu'il indique que la facture a déjà été payée et que la TVA a déjà été collectée. Donc, il faut des hôteliers disponibles et sympathiques pour que ça fonctionne Ça existe. en pratique. Bien sûr, oui. Donc voilà, quelques points de vigilance. Il y a cette notion de RGPD, peut-être de mettre en place un système de matricule pour éviter qu'il y ait les noms qui se promènent. Former, on le voit, il y a un besoin d'explication quand même sur tout ça, auprès des personnes qui engagent les frais et des équipes qui traitent ces notes. Si on a des clients hôteliers, par exemple, c'est une discussion qu'il faut avoir avec eux. Est-ce que leur logiciel va permettre de traiter tout ça? Comment ça se passe de leur côté? Les processus de rapprochement et les questions de e-reporting qui se posent. Je mets les ressources disponibles, et après on peut prendre les questions si tu le souhaites. Vous avez la documentation là-dessus. Alors, le portail d'impôt.gouv qui donne des éléments. Tout ce qu'on se dit là qui revient de la norme spécifique avec les cas d'usage et le site du Conseil régional de l'Ordre de Paris sur lequel vous avez tout un tas d'informations complémentaires. Impeccable. Alors effectivement, on a pas mal de questions, alors à la fois sur le cas 6, mais aussi des questions qui sont transverses sur les 2 cas. Donc, il y a Nazila qui nous dit, dans le cas numéro 6, est-ce que vous pouvez réexpliquer le mode de récupération de la TVA? Le mode de récupération... Non, en fait, la question est simplement de se dire, si je compare mes 2 cas, si je prends les 2, il y a un cas dans lequel j'ai une facture au nom de l'entreprise et un autre dans lequel j'ai pas de facture au nom de l'entreprise et où j'ai remboursé un collaborateur. Donc, le sujet n'est pas nouveau. Il y a une tolérance, on sait qu'il y a une certaine tolérance sur les tickets sur lesquels il n'y a pas le nom de l'entreprise. Voilà, il faut simplement prêter attention à ce point-là. C'est tout ce que je voulais dire avec oui. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, pour être tout à fait précis, le traitement de cette facture qui donc ne sera pas au nom de l'entreprise sera le même que celui d'aujourd'hui. C'est-à-dire tu la saisis manuellement ou tu l'OCRises, tu fais comme tu veux. Et si tu déduis la TVA, tu sais que tu as un risque parce que tu n'es pas sur les règles de forme, mais c'est le même sujet qu'aujourd'hui en vérité. Sauf que ça se verra peut-être un peu plus, puisque comme les factures seront centralisées chez l'administration, ça se verra un peu plus. Et il y a Thomas d'ailleurs qui fait une remarque pertinente, qui dit pour les hôtels, les trains, avions, etc., la TVA n'est pas déductible, donc à la limite, on s'en fout. On s'en fiche, pardon. Mais le cas numéro 6, on a pris le cas de l'hôtel, mais on aurait pu imaginer le salarié du BTP qui va à Leroy Merlin et qui oublie de demander une facture au nom de la boîte. Et alors là, tu as un sujet de déductibilité de la TVA. J'ai vu une ou deux questions sur est-ce que le sujet c'est que la déductibilité de la TVA ou la déductibilité de la charge au niveau de l'IS. Alors, les conditions de déductibilité ne sont pas les mêmes, donc c'est plutôt un sujet de TVA plus que de déductibilité de l'IS. On a également une remarque de Sébastien, donc c'est pas une question mais une remarque. Si la France s'aligne avec l'Europe, la TVA ne sera déductible que si la facture est en format électronique. En tout état de cause, c'est la règle. Voilà, on insiste bien que le cas numéro 6, c'est un cas presque accidentel dans lequel vous prenez un risque de non-déductibilité de la TVA. Alors, on revient sur des questions. Guillaume nous demande, est-ce qu'on peut avoir plusieurs adresses qui routent vers la même plateforme agréée? Ou est-ce qu'une adresse égale une plateforme agréée? Non, on peut avoir plusieurs adresses qui routent vers une même plateforme. On n'est pas obligé d'avoir des plateformes différentes par adresse. Très clair.
Alors le support, oui, vous le recevrez à l'issue de la formation. Tchac, tchac, tchac. Est-ce qu'on peut créer plusieurs adresses de facturation dédiées par entreprise? Donc Oui, oui. oui, oui. Et la question est précisée, est-ce qu'on pourrait imaginer créer une adresse par salarié? Alors, après, je pense qu'on va rentrer dans une sorte. Techniquement, je vois pas je crois pas qu'il y ait de plafond à la création du nombre d'adresses. Après, on va rentrer dans une usine à gaz quand même. C'est-à-dire que là, on va se retrouver avec des interfaces, des boîtes différentes avec des factures. Moi, j'aurais plutôt tendance à la rigueur juste à en faire un pour les notes de frais. Et encore, s'il y a des volumes importants, je rentrerai pas dans un détail de salarié. C'est pas la logique de la facture électronique. Sébastien nous demande, un salarié peut-il demander à un accusé de réception justifiant qu'il a payé une note de frais avec une synthèse des informations? C'est-à-dire qu'il paye son hôtel, il a fait le bon cas, donc le cas numéro 5. Ah oui. Il faut qu'il ait un justificatif pour aller demander le remboursement à sa boîte. Donc je pense qu'il recevra Oui. un reçu, quoi, un truc. Oui, voilà, la facture électronique n'empêche pas d'envoyer une facture par mail en complément ou de lui imprimer la facture. Ça n'empêche pas. On est obligé de la transmettre d'une façon, mais on peut quand même partir avec une facture papier en double. Pas de souci. Alors, il y a une question un peu plus technique. Je ne sais pas si on l'aborde dans un autre webinaire, mais on peut éventuellement commencer à en parler. Emmanuel nous dit, quid quand l'acompte est payé par l'entreprise et que le solde est payé par le collaborateur? Est-ce qu'il faudra deux factures? Alors ça, honnêtement, on va le traiter il y en a un qui est prévu d'expert de la facture sur la gestion des acomptes. Donc on le traitera à ce stade-là. Parce qu'on va rentrer dans un autre schéma et qu'on vous présentera. Mais il faut qu'on cloisonne un tout petit peu, sinon on va faire 4 heures de webinaire. Mais oui, je vous invite à suivre le webinaire qu'on fera sur la gestion des acomptes. Très clair. Comment ça va se passer avec les stations-service, les péages, etc., où il n'y a pas d'interlocuteur? Oui, s'il n'y a pas d'interlocuteur et qu'il n'y a pas la possibilité de demander quoi que ce soit, on est dans le cas numéro 6 d'emblée. Sur les péages, c'est aussi tous les clients que vous avez qui peuvent basculer sur des solutions de télépéage qui permettent d'avoir des factures. Ça sera ça de gagner en saisie et en gestion administrative, parce que pour le coup, on sera sur du e-invoicing. Mais si ce n'est pas le cas, on sera sur du e-reporting avec une gestion papier. Christine nous demande, quid si les frais sont présentés mensuellement, trimestriellement ou annuellement, entre parenthèses, dirigeant d'une TPE? Je ne suis pas sûr de comprendre cette question. Ouais, moi non plus. Alors, présenter, ça dépend si. Soit on est peut-être sur le cas des cartes qu'on avait prévu de traiter aujourd'hui, mais comme tu le disais, Gilles, on s'est aperçu que ça faisait trop pour une seule session. Donc, le cas des cartes sur lesquelles on engage des frais et ensuite j'ai un prélèvement, c'est un cas qu'on traitera, mais c'est un cas spécifique, encore une fois, où il y a une double notion de paiement. Donc, on ne le verra pas là aujourd'hui. Si c'est je centralise mes frais, je me fais rembourser une fois par mois, c'est pas grave en fait, parce que la procédure de remboursement, elle est décorrélée de la procédure de e-reporting ou e-invoicing. Donc, il faut bien détacher les deux. J'applique la bonne obligation en termes de facture électronique, e-invoicing ou e-reporting selon le cas. Et après, je peux me faire rembourser tous les mois ou tous les trimestres si je veux. C'est pas C'est-à-dire que si ton client, à chaque fois, il renseigne bien son sirène, tes factures, toi, tu vas les recevoir dans la comptabilité au fil de l'eau. Et peu importe que lui, il en fasse un remboursement groupé. Voilà, en fait, ça décorrèle totalement le sujet. Par contre, évidemment, si continue à l'ancienne, donc en cas numéro 6, en fait, le cas, là, tu seras dans le mode de comptabilisation actuel. Quand il te transmettra ses frais en groupe, tu les comptabiliseras à ce moment-là, avec le risque TVA qu'il faut pas négliger, puisque, rappelons-le quand même, cette réforme, c'est avant tout une réforme de TVA. Mais vous avez, Julien l'a dit à très juste titre, vous avez quand même un intérêt, vous, nous, en tant qu'experts comptables, on a un intérêt important à sensibiliser les clients et les salariés de nos clients à être dans le cas numéro 5, qui est le cas embêtant, mais qui au-delà du fait qu'il apporte une conformité fiscale et neutralise le risque de non-déductibilité de la TVA, permet aussi de recevoir les flux de facturation directement dans la comptabilité au fil de l'eau. Et donc, il y a quand même un enjeu d'intégration de la comptabilité qui est très, très important pour nous. Et au-delà, encore une fois, de l'obligation fiscale, c'est un enjeu aussi de financier et de tenue comptable, qui me semble être important, en tout cas.
Le risque, c'est d'avoir des salariés qui, par simplification, enfin, par facilité ou par gain de temps, comme tu le disais, ils vont chez Leroy Merlin et ils vont pas prendre le temps d'arrêter la personne à la caisse pour lui donner le numéro ciré, etc., etc. Et se dire, bon, ça va, je me fais rembourser de toute façon pareil, donc je demande pas de facture. Et ça va faire une masse de flux papier à gérer qu'on n'a pas dans le cas numéro 5. On a une question de Marcia. Quel est le devenir des applications de notes de frais où on scanne les justificatifs? Il reste tout le champ du cas numéro 6, justement. C'est-à-dire que toutes ces applications aujourd'hui qui sont utilisées de prise de photos sur smartphone, elles vont continuer à subsister parce qu'il y aura, même si l'idée c'est de tendre au maximum vers le cas numéro 5, mais il y aura plein de cas, on évoquait les péages, l'essence, etc., dans lesquels j'aurai juste des tickets à traiter. Donc ces applications, elles vont garder leur valeur. Tac. Ah oui, une question, tiens. Finalement, est-ce que pour les factures qui font moins de 150 €, donc je pense qu'il ait fait référence à la fameuse tolérance, il est préférable d'avoir une facture électronique pour la TVA, point d'interrogation. Alors, le seuil de 150 €, donc c'est le seuil on y reviendra sur ce seuil plus précisément lorsqu'on parlera de la restauration. C'est-à-dire, si vous voulez vous simplifier, c'est ce que disait Gilles tout à l'heure, si vous voulez vous simplifier au maximum la saisie, vous posez aucune question en matière de TVA, oui, il vaut mieux demander toujours une facture, mais comme c'est le cas aujourd'hui, sauf qu'en plus, avec la facture électronique, on a l'argument de productivité qui à prendre en compte. Le but, c'est d'avoir un maximum de flux dématérialisés et saisis automatiquement, pour le dire simplement. Donc, encourager tout le monde à demander des factures parce que ça simplifie le travail du cabinet. Tiens, il y a Christine qui revient sur sa question. Certains dirigeants payent des frais avec leur carte perso pour les besoins de l'entreprise. Mais c'est pas parce que, même s'il paye avec sa carte perso, il faut qu'il se situe autant que faire se peut dans le cas numéro 5 en renseignant le sirène de l'entreprise. D'ailleurs, c'est le cas que Julien a présenté en disant c'est les salariés qui payent avec leur carte perso, que ce soit le dirigeant ou le salarié, peu importe. Donc, même si tu payes avec ta carte perso et que ça fait une note de frais pour le dirigeant, tu as intérêt, et lui, il a intérêt, à renseigner systématiquement l'adresse de facturation, donc en gros le sirène, si on simplifie, pour recevoir une facture électronique sur les frais qu'il a dépensés. Après, de savoir quand est-ce qu'il va demander le remboursement, faire le récap de tout ce qu'il a avancé, c'est autre chose. C'est une autre démarche, une autre procédure, je dirais. Hakim demande si l'existence du cas numéro 6 sous-entend qu'il y a des exceptions à la réception obligatoire de factures électroniques. Sous-entend s'il y a des exceptions à la réception obligatoire. Non, en fait, la réception obligatoire, ça veut dire que si quelqu'un émet une facture électronique, je suis obligé d'être capable de la recevoir sur une plateforme de réception. C'est ça que ça veut dire. Sauf que dans le cas numéro 6, au départ, on n'émet pas une facture électronique. Donc, il n'y a pas d'obligation de réception parce qu'il n'y a pas eu émission de facture électronique. Je ne sais pas si je suis clair, mais... C'est très clair. Okay. Tiens, question de Marine. Comment faire lorsqu'un dirigeant utilise la carte pro, la carte bancaire professionnelle, en renseignant le numéro sirène de l'entreprise pour que ça passe via une plateforme agréée, alors que ce sont des dépenses perso? C'est un autre problème. Le principe, c'est que quand des factures électroniques vont être émises, tu vas les recevoir sur ta plateforme agréée, tu as la possibilité, puisque c'est un statut obligatoire, de rejeter, de refuser. Donc, c'est ce qui devrait être fait au niveau de la plateforme agréée, de dire non, on refuse parce que ce n'est pas une dépense liée à l'entreprise. Bon, s'agissant du dirigeant qui a l'intention de faire passer ses frais perso, lui, il risque d'accepter la facture sur la plateforme agréée. Et après, c'est ton rôle d'expert comptable de voir si tu acceptes d'aller jusqu'à la comptabilisation. On revient dans un schéma classique j'ai des factures et je fais un contrôle de cohérence sur les factures que je vois passer. Bien sûr. En fait, à partir du moment où il va approuver la facture sur la plateforme agréée, en sachant très bien que c'est des dépenses perso, tu es dans le même cas que quand il file des factures papier en disant tiens, passe-moi ça dans la compta. Donc après, il y a pas mal de petites questions, j'essaie de voir. Dans le cas numéro 6, la facture n'est pas au nom de l'entreprise, mais est-ce qu'on peut la passer manuellement dans la plateforme agréée? Non, alors elle va pas passer sur la plateforme agréée. Elle va pas passer sur la plateforme agréée. C'est pour ça qu'il y a tout l'intérêt d'essayer de faire en sorte d'avoir le moins de flux possible et donc faire passer tout ce qu'on peut sur la plateforme en allant sur le cas numéro 5. Cas numéro 6, je suis hors plateforme. Donc il y a Hakim qui nous dit que motiver les clients, donc les entreprises, pour faciliter la compta du cabinet sans tout autant baisser nos tarifs, ça s'annonce délicat.
Bon, tu sais, moi, je vais te dire, je commence à en parler pas mal à mes clients de cette réforme, parce que on l'a pas dit, je crois, en introduction, mais il, il, il y a un chemin très long à parcourir hein, pour les experts comptables jusqu'à ce qu'on arrive à une bonne maîtrise de cette réforme. Les clients, ils sont encore très loin derrière nous. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout compris ce qu'était la réforme. Et en fait, quand tu leur expliques, enfin, c'est le retour d'expérience que je vous fais, moi, en tant que petit expert comptable, hein, je trouve qu'ils sont plutôt, je ne vais pas dire enthousiastes, faut peut-être pas exagérer, mais ils sont plutôt contents de comprendre que ça va quand même leur faciliter la vie, d'avoir cette plateforme de centralisation, cette fameuse plateforme agréée. Et ils le voient, enfin, moi, le retour que j'ai, c'est plutôt positif, pour le coup. En tout cas, sur la partie réception. Sur la partie émission, il y a un peu plus de réticence, mais sur la partie réception, ils y voient quand même un intérêt. Hein. Voilà. Alors après, sur la baisse des honoraires, ça dépend comment tu es organisé dans ton cabinet. Moi aujourd'hui, dans mon cabinet, tous nos clients nous envoient les factures directement par les OCR. D'accord. Donc, on fait plus de saisie et on ne prend même plus les factures pour les scanner nous-mêmes, c'est eux qui le font. Donc, quelque part, aujourd'hui, l'intervention que notre cabinet à nous fait, elle ne change pas. C'est-à-dire que ton point de départ, il est au moment où la facture est arrivée dans l'OCR qui est une forme de PA, enfin, c'est un peu l'équivalent. Tu vois. Donc, voilà. Par contre, évidemment, si toi, aujourd'hui, tu passes du temps à aller collecter des factures, à aller saisir, ou même quand je dis saisir, ça peut aussi les prendre en photo, etc. Effectivement, cette partie-là, elle est détruite par l'arrivée des plateformes agréées, et donc là, ça peut poser une question d'honoraire. Mais si tu es déjà dans un stade où ton intervention ne commence qu'à partir du moment où la facture arrive sur la plateforme, l'intervention du cabinet, elle est quasiment pas impactée. Hein. Alors bon, est-ce qu'ils vont quand même pas demander des réductions d'honoraires, ça c'est autre chose, mais... Après, c'est l'occasion de mettre autre chose dans la relation avec le client. Enfin, le fait de se dire, j'ai des infos en temps réel, qu'est-ce que je peux mettre dedans que je ne pouvais pas faire avant. Absolument. Nadège nous demande qui va être qualifié pour refuser les factures sur la plateforme agréée. La plateforme agréée, c'est un vrai sujet, ça fait partie des sujets à traiter. Ça, on en parlera peut-être plus dans les ateliers de la transformation, dans la partie anticipation, organisation, mais il y a un vrai sujet qui gère le circuit de validation des factures. Donc en interne, ça dépend. Est-ce qu'il y a un comptable? Est-ce qu'il y a tout ça? C'est des décisions à prendre en amont, effectivement. Oui, parce que le cabinet qui gère la facturation. Excuse-moi. Non, vas-y. Qui gère la facturation. Comment est-ce qu'on s'assure que on valide pas n'importe quoi? Est-ce qu'il faut mettre en place un circuit de validation, etc., etc. Parce que l'action d'approuver la facture une fois qu'elle arrive sur la plateforme agréée, c'est la même que celle où le dirigeant qui a plein de factures sur son bureau dit je vais donner celle-ci à mon comptable ou pas. Donc c'est une action qui est assez forte, mais qui va être dématérialisée et elle doit être à la main du client. Si ta question d'Adèche, c'est est-ce que c'est le client ou l'expert comptable qui doit approuver la facture, c'est a priori quand même plutôt le client qui doit valider si elle doit rentrer dans sa compta ou pas. Enfin, en tout cas, dans ses dépenses ou pas. Je regarde vite fait. En revanche, le commerce... non, ça c'est regrouper les notes de frais par matricule qui arrivent dans la plateforme agréée, totaliser les montants et rembourser les salariés demandera d'avoir une plateforme capable de créer la note de frais globale par matricule. Sinon, on va y passer des heures. Donc là, Sébastien, c'est pas une question, en fait, d'ailleurs, il dit qu'il faut avoir une plateforme agréée qui sache bien traiter les notes de frais, et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein. Voilà, c'est-à-dire que les cas aussi, l'intérêt de discuter de ces cas spécifiques, c'est de montrer que avoir une plateforme, c'est bien, mais selon la typologie de ses clients et les cas spécifiques auxquels on va être confronté, ça vaut le coup d'avoir des discussions un peu plus approfondies avec les éditeurs qui sont autour de vous pour voir concrètement comment ça va se traiter. Et sur ce type c'est une excellente remarque, sur ce type de cas, une interface sympa qui permet de centraliser, pourquoi pas de faire le paiement, des choses comme ça. Ça, c'est pas dans le cahier des charges, donc c'est du facultatif. Une plateforme qui le permettrait, si c'est un cas qui est important pour vous, forcément, il faut le regarder peut-être d'un peu plus près que les autres. Allez, il reste pas beaucoup de questions, on va les traiter, puis on pourra clôturer. Il y a Maryse qui dit, mais si jamais il y a une erreur dans le numéro sirène, première question d'ailleurs, et deuxième question, et s'il y a des personnes malveillantes qui indiquent le sirène d'une autre entreprise pour balancer des factures? Alors, s'il y a une erreur, l'erreur, effectivement, si je me trompe de numéro ciré, la plateforme ne va pas pouvoir envoyer la facture au bon endroit. C'est un peu l'équivalent d'aujourd'hui si je perds ma facture, en fait. Hein. Si le salarié il perd une facture, je vais devoir rappeler, demander un duplicata. On va rentrer dans ce type de schéma.
Donc, il faudra rappeler l'hôtel, si je reprends cet exemple, pour lui donner le bon pour que ça arrive sur la plateforme. Donc, c'est un peu différent, mais c'est le même principe que des cas qu'on peut avoir aujourd'hui. Après, sur les personnes malveillantes qui vont donner des faux numéros tirés, injecter en fait dans la compta d'une autre entreprise des fausses factures, ce qui est prévu techniquement dans le schéma, dans le cycle de vie d'une facture, c'est le statut rejeté. Il n'y a pas de statut approuvé. Donc, ce qui était dans le cycle de vie, c'était je peux bloquer une facture. Ce que moi je vois chez la plupart des éditeurs, c'est qu'ils sont allés un peu plus loin et qu'ils proposent un bouton approuver, rejeter. Donc, il y a une étape de filtrage. Et c'est là que il faut avoir un regard sur est-ce que c'est une vraie facture ou est-ce que c'est une fausse facture. Il y aura évidemment des tentatives de fraude, hein, c'est sûr, enfin d'arnaque. Ouais. On va avoir des choses se développer, c'est sûr. C'est sûr. Tac. Stéphane, sachant que les sociétés émettrices des factures et l'obligation d'émettre des factures électroniques démarrera en septembre 2027 pour la plupart des entreprises, comment on gère les achats sur la période septembre 2026 à septembre 2027 ? Comme aujourd'hui. Voilà. Ouais, c'est ça. Exactement. Comme aujourd'hui. Le commerçant devra déduire de son flux e-reporting les factures transmises en e-invoicing, point d'interrogation. Non, il ne doit pas les déduire, au sens où c'est deux ensembles différents. La somme des deux fait la totalité du chiffre d'affaires de l'entreprise. Mais si je suis d'un côté, je ne suis pas de l'autre. Donc, je n'ai pas un invoicing des choses que j'ai en e-reporting et inversement. La question, c'est en fait, il va falloir que le commerçant, donc l'hôtel dans ce cas-là, il soit capable de sortir un export de tout ce qui n'est pas parti en invoicing. Et c'est ce qu'il va mettre sur sa ligne de e-reporting. Absolument. Claude qui nous pose la question, la facture de téléphone mobile au nom du dirigeant personne physique plutôt qu'au nom de la société, c'est du e-reporting. Oui, tout à fait. Exactement. Alors, e-reporting pour l'émetteur. Hein. L'obligation de e-reporting, elle pèse bien sur l'émetteur de la facture. Donc, c'est la société de téléphone qui va faire du e-reporting dans ce cas-là. Et du côté de votre client qui reçoit la facture, elle ne va pas arriver via une plateforme, donc ça va être un PDF ou du papier qu'il va falloir gérer avec les problématiques de déduction qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, il reste deux questions qui sont peut-être d'ailleurs à peu près les mêmes, je vais les lire. Qu'est-ce qui régit la procédure de refus des factures électroniques ? Est-ce que cette étape de filtrage donc des factures peut être faite par l'entreprise dans le cas où la facture ne concerne pas l'entreprise mais s'est retrouvée sur sa plateforme agréée? Alors oui, bien sûr, c'est ce que dit Gilles, c'est plutôt le but, c'est quand même le mieux placé pour savoir si une facture est une vraie facture ou pas, c'est quand même le chef d'entreprise ou le comptable de l'entreprise. Donc oui, en fait, c'est sur la plateforme qu'il y a un bouton. Alors ça prend des formes différentes, donc là aussi, c'est des choses à creuser avec les éditeurs. Mais il y a des éditeurs qui proposent des applications smartphone avec un bouton vert, un bouton rouge pour dire valider ou refuser. Ça peut être très intuitif, il faut creuser. Ça peut être que ça. Donc oui, ça peut être fait par le chef d'entreprise. Et les conditions sur lesquelles on refuse ou on accepte, ça, c'est la liberté de chaque entreprise de définir sa procédure d'acceptation de facture. Ah oui, et donc il y a une réaction. Donc, donc c'est une question. Il n'y a pas de e-reporting pour les achats, point d'interrogation. Non. Le e-reporting, c'est bien une application qui passe sur les émetteurs. Ouais, avec la seule exception que effectivement Marc, d'ailleurs je remercie Marc parce qu'il a été très actif dans le chat, dans le e-reporting, tu devras quand même renseigner tes achats internationaux. Oui, il y a l'international, effectivement. Pour tout ce qui est auto-liquidation, TVA. Oui, on reviendra aussi spécifiquement sur les échanges internationaux parce qu'effectivement, il va falloir les remonter. Eh bien, écoute, je crois qu'on a épuisé les questions. Je ne vois pas d'autres réactions. Je pense qu'on est tous OK. Tac. Eh bien, écoute, je crois qu'on va pouvoir clôturer comme ça. Si jamais il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. On les traitera dans une newsletter dédiée au sujet. La newsletter, donc facture électronique de l'Ordre de Paris, qu'on va envoyer chaque mois aux experts comptables franciliens. On a d'autres événements à venir, donc je vous le disais en introduction, le 20 octobre. Ah bah merci, t'as passé la stage, super. Le 20 octobre, on fait le deuxième numéro des experts de la facturation et cette fois, on se consacrera aux restaurateurs parce que même si aujourd'hui vous avez certainement vu se dessiner une grande partie des problématiques qui sont les leurs, il y a quelques particularités à intégrer. Donc, on fera vraiment une demi-heure consacrée à nos amis restaurateurs. Et le 28 octobre, c'est un atelier de la transformation
Je sais pas, c'est toi qui anime, Oui. Julien? Ouais. Oui, effectivement, c'est un atelier de transformation. Donc, le format, c'est pour ça qu'il y a deux cases. C'est à la fois en présentiel ou en distance, selon vos préférences. 1 heure et demie en direct. Et donc, sur les ateliers de transformation, sur cette saison, on est plus sur de la méthodologie pour avancer sur la réforme. Et donc là, on voit comment cartographier et segmenter son portefeuille. Et ben voilà. Donc vous avez déjà 2 dates supplémentaires à cocher dans votre agenda sur octobre. Et puis si vous allez sur le site de l'ordre, je ne sais pas si on a déjà mis toutes les dates des... Oui, il y a déjà tout. Ouais, il y a déjà toutes les dates pour les experts de la factu, donc vous pouvez déjà les cocher dans votre agenda. Là, on a... Je mets le lien directement dans le chat. Eh ben super, merci. Là, on a fait 50 minutes. Bon, je pense qu'on essaiera de tenir la demi-heure la prochaine fois, mais c'est vrai que là, il fallait qu'on dégrossisse un peu le sujet pour cette première. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à nous remonter des questions, à bien noter les dates, à bien regarder tous les sujets. Le support vous sera transmis. Et puis, on se revoit très bientôt. Julien, un immense merci. C'était super clair. Bravo. Je crois qu'on a fait avancer, les cabinets là. On y arrive. On va y arriver. Ça va le faire. Allez, merci bien. Merci à tous. Excellente journée. À bientôt.